Tu sais, Denise, à ton âge, on ne peut plus vraiment décider seul. Il faut accepter d'être accompagné. Elle l'a dit tranquillement, presque tendrement, comme si elle me glissait un conseil bienveillant et non une condamnation déguisée. C'était ma belle-fille, Charlotte, toujours si sûre d'elle, si calme quand elle veut blesser. Elle parlait devant tout le monde, Julien, les enfants, sa sœur, un couple d'amis qu'elle avait invités pour un dîner simple. Un dîner simple, on sait tous ce que cela signifie dans sa bouche. Un dîner où l'on me montre la place exacte que je suis censée occuper. J'étais assise au bout de la grande table en bois, celle qu'elle avait restaurée, en confisquant mes nappes sous prétexte qu'elle faisait vieille. La lumière des suspensions me tombait droit sur les mains. Mes mains qui tremblaient un peu, oui, mais pas de faiblesse. De retenue. Charlotte avait posé 3 dossiers devant moi. 3. Comme si j'étais une élève qu'on convoquait pour un examen de fin de vie. On va juste faire du tri, continua-t-elle. Simplifier tes papiers, organiser tes comptes, vérifier ta santé, rien de méchant. Voyons. Elle m'a adressé un sourire qui ne m'a pas quitté depuis. Un sourire qui disait « Tout est déjà décidé ». Julien, mon fils, n'a pas levé les yeux. Il fixait la carafe d'eau, la faisant glisser entre ses doigts, comme un objet fragile qu'il ne sait plus comment tenir. Ses épaules étaient basses, honteuses, résignées. C'est là que j'ai senti une douleur profonde, une lame fine s'enfoncer sous les côtes. Pas à cause de Charlotte. Non, à cause de cette ombre dans le regard de mon propre fils. Un regard qui disait « Laisse faire, man, c'est plus simple ». Charlotte a ouvert le premier dossier. Un classeur gris clair. Toujours ce gris aseptisé qu'elle adore. Alors, Denise, on commence par ça. Elle a tourné la page comme une maîtresse d'école fatiguée. Ici, c'est la mise en place de la procuration bancaire. Tu sais, pour éviter les erreurs répétées que tu fais depuis quelque temps. Elle parlait fort, trop fort, comme pour que tout le monde entende bien, comme pour que chaque syllabe s'imprime dans l'air. J'ai senti ma poitrine se serrer. Mais je n'ai pas bougé. Tu n'as qu'à signer là. Elle me tendait un stylo doré, un stylo qui brillait comme une arme. Autour de la table, personne ne parlait. Pas même les enfants. Et ça, continua-t-elle sans me laisser le temps de respirer, c'est une autorisation pour que Julien puisse gérer l'autre compte. Celui où ta pension arrive. Tu sais combien tu te mélanges? Ces mots se sont abattus sur moi, un à un, comme de petites pierres, légères mais nombreuses. C'est ainsi qu'on détruit une dignité. Lentement. Charlotte, ai-je murmuré. Je n'ai rien demandé. Elle a éclaté de rire. Pas fort. Juste assez pour que l'humiliation devienne publique. Denise, arrête, tu vas encore t'agacer pour rien. Elle s'est tournée vers ses amis. Vous savez comment c'est, hein? À un certain âge, tout devient compliqué. Ils ont souri poliment. Ces sourires-là, ce sont les pires. Ils valident ce qui devrait être condamné. J'ai fermé les yeux une seconde seulement. Une seconde pendant laquelle j'ai revu Pierre, mon mari, disparu depuis 6 ans, qui me disait toujours « Les humiliations, ce ne sont pas les mots, ce sont les témoins ». Quand j'ai rouvert les yeux, Charlotte glissait un autre dossier devant moi. Un rouge cette fois, toujours impeccablement préparé. Et ça, c'est pour ta santé. Elle a tapoté l'entête du document. Julien et moi, on pense qu'il serait temps de réfléchir à une mise sous tutelle douce. Rien de dramatique, simplement un accompagnement légal. Elle a prononcé « mise sous tutelle », comme on dit, mettre une ceinture de sécurité à un enfant. Je n'ai pas respiré, pas une seconde. Je l'ai regardée. Elle avait osé. Elle avait franchi la ligne, celle que je pensais infranchissable. Julien a pâli. Il n'a pas parlé. Peut-être qu'il ne savait pas quoi dire. Peut-être qu'il s'était résigné depuis longtemps. J'ai pris une inspiration lente, très lente. Puis j'ai dit « Tu veux me mettre sous tutelle ?» Elle a haussé les épaules. « Allons, Denise. Arrête de dramatiser. On veut juste t'aider avant qu'il ne soit trop tard. » Trop tard. Ces 2 mots résonnent encore dans ma tête. Je me suis levée. Pas brusquement, pas en colère, mais avec une lenteur qui a obligé tout le monde à se taire. « Je vais y réfléchir », ai-je murmuré. Charlotte a souri, satisfaite, triomphante, persuadée que je m'enfonçais dans la docilité qu'elle m'attribuait. « Parfait, Denise. Tu vois, quand tu veux, tu peux être raisonnable. » J'ai ramassé mon manteau,
Julien a murmuré « Je t'appelle demain, man », mais je ne l'ai pas cru. Quand j'ai franchi le pas de la porte, un froid immense m'a envahi. Pas un froid du corps, un froid du cœur. Mais sous ce froid, il y avait une certitude simple, calme, immobile. Il croyait que j'allais tout accepter. Il pensait que j'allais signer, que j'allais me taire, que j'allais obéir. Il ne savait pas que 3 jours plus tôt, à l'insu de tous, j'avais déjà pris rendez-vous, j'avais déjà parlé, j'avais déjà posé les preuves, j'avais déjà vu mon avocat. En rentrant chez moi ce soir-là, après cette scène où Charlotte avait essayé de me réduire à une signature docile, j'ai fermé la porte très doucement, comme on ferme une vitre fissurée pour ne pas qu'elle éclate d'un coup. L'air de la maison sentait encore la cire et la soupe froide que j'avais laissée avant de partir. Je me suis appuyée contre le mur, et toute ma vie d'avant m'a traversée, d'un seul souffle, parce qu'on ne comprend jamais vraiment une humiliation si l'on ne se souvient pas de ce qu'on a été avant qu'elle ne vous atteigne. Je me suis assise dans mon grand fauteuil, celui de Pierre. Il conservait la forme de son dos, même après 6 ans d'absence. Je me suis sentie très vieille, puis très jeune à la fois. Comme si ma mémoire, vexée par ce qui venait de se produire, décidait de se lever pour témoigner. J'ai grandi dans une petite maison à Salles, derrière un atelier de ferronnerie. Mon père était un homme rugueux mais juste. Ma mère, une femme de calme et de résistance. Elle disait toujours « On ne demande pas d'être respecté, Denise. On l'incarne. Et si quelqu'un t'en enlève un morceau, récupère-le. » Je ne savais pas encore que, 50 ans plus tard, ces mots seraient mon salut. J'ai quitté la maison à 10 à 9 ans pour travailler dans une boulangerie d'Arcachon. C'est là que j'ai rencontré Pierre. Il venait chaque matin acheter un pain aux céréales pour le chantier. Il parlait peu, mais il souriait avec les yeux. Un jour, il m'a dit « Vous avez un courage dans la voix qui va plus loin que vos mots. » J'avais rougi. Personne ne m'avait jamais dit cela. Nous nous sommes mariés un été, sans chichi, sans promesse impossible. Avec juste cette phrase, chuchotée par lui devant la mairie, « Tant que je suis là, personne ne te fera baisser la tête. » Et il a tenu parole. Quand Julien est né, j'ai découvert la joie brute, celle qui ne se photographie pas parce qu'elle déborde. Pierre construisait une petite bibliothèque dans la chambre du bébé, et il chantait faux en martelant les clous. Moi, je passais mes journées à sentir son odeur de lait, à surveiller ses premiers sourires. Julien, en grandissant, a pris beaucoup de Pierre, les yeux, la douceur, le besoin de faire bien. Mais il a aussi hérité un peu de moi, la patience, la mémoire longue et ce léger pli de la bouche quand quelque chose ne va pas. Je n'ai jamais été une mère parfaite, mais j'ai été une mère droite, présente, celle qui ne compte pas ses sacrifices, parce qu'elle ne les voit même pas. Je me souviens d'un jour en particulier. Julien avait 10 ans. Il avait cassé un carreau en jouant au ballon. Il tremblait, persuadé que son père allait se mettre en colère. Pierre s'était agenouillé devant lui et lui avait dit « On ne t'en veut pas d'avoir cassé. On t'en voudrait de ne pas l'assumer. » Ces mots-là, je les entends encore, parce que c'est exactement ce qui me manque aujourd'hui, que quelqu'un assume. Quand Charlotte est entrée dans nos vies, j'ai tout de suite senti que quelque chose changeait. Pas en mal, au début. Elle était vive, sûre d'elle, 2 pas devant tout le monde, toujours. Une jeune femme moderne, ambitieuse, pleine d'organisation, comme elle disait. La première fois qu'elle est venue dîner chez nous, elle a observé la maison d'un regard rapide, évaluateur. Puis elle a dit « C'est charmant. Ça a un côté très traditionnel. » J'avais compris. Traditionnel voulait dire vieillot. Mais à l'époque, j'avais laissé glisser. Par amour pour Julien. Parce que c'était la vie qui avançait. Le soir de leur mariage, Pierre m'avait soufflé, mi-amusé, mi-inquiet. Cette petite-là, elle va vouloir tenir le volant. Je lui avais répondu « Tant que je reste assise dans la voiture, ça va. » Il avait ri. Il ne savait pas qu'un jour, elle essaierait d'ouvrir la portière pour m'en faire tomber. Après la mort de Pierre, le monde a perdu un peu de sa densité. Je marchais dans la maison, comme dans une église vide. Je faisais des gestes mécaniques. Ouvrir les volets, ranger les assiettes, attendre le courrier. La solitude n'est pas une nuit. C'est une réaction chimique qui transforme la lumière elle-même. C'est dans ces mois de brume intérieure que Charlotte a avancé. Pas comme une ennemie, comme une gestionnaire. Toujours pour aider, pour faire simple,
pour éviter des erreurs. Et moi, j'étais trop cassée pour réagir. J'acceptais les papiers qu'elle me tendait. Je signais trop vite. Je ne posais pas de questions. Je me disais que c'était ça, vieillir, laisser les autres tenir les cordes. Mais ce soir-là, en voyant les 3 dossiers alignés comme des sentences, j'ai compris que ce n'étaient pas des cordes, c'était des chaînes. Et la voix de ma mère est revenue, aussi nette que si elle était assise dans la pièce. On ne disparaît pas parce qu'on est vieille, Denise. On disparaît quand on laisse quelqu'un réécrire notre histoire. Alors oui, j'ai fait semblant ce soir-là. J'ai hoché la tête. J'ai pris mon manteau. J'ai dit, je vais réfléchir. Mais mon passé, tout mon passé, était remonté pour me murmurer la vérité. Je n'étais pas née pour obéir. J'étais née pour tenir debout. Et ce que personne ne savait autour de cette table, pas même Julien, c'est que quelques jours avant, j'avais déjà poussé la porte d'un cabinet. J'avais déjà parlé. J'avais déjà livré les premières pièces du puzzle. J'avais déjà vu mon avocat. Ce soir-là, en rentrant chez moi après la scène des 3 dossiers, je me suis installée dans la cuisine et j'ai laissé mes mains reposer à plat sur la table. Elles tremblaient encore légèrement. Pas de colère, pas de tristesse, de lucidité, parce que soudain, quelque chose s'éclairait. Ce dîner n'était pas un accident, c'était un aboutissement. Les signes avaient commencé bien avant, mais je ne voulais pas les voir. Ou peut-être que je n'arrivais pas à les croire possibles. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis autorisée à remonter le fil des premiers rejets. Ces rejets minuscules, presque invisibles, mais qui, mis bout à bout, avaient préparé la scène des humiliations publiques. Le tout premier signe remonte à l'hiver précédent. Un dimanche où j'étais invitée chez Julien et Charlotte pour le goûter. J'avais préparé un cake aux noix, celui que Julien adorait petit. Quand je suis arrivée, Charlotte m'a accueillie avec un sourire tendu. « Oh, Denise, tu n'étais pas obligée de ramener ça. On essaie de limiter le sucre, ici. » Elle a posé le gâteau sur le comptoir sans même l'ouvrir. Les enfants n'y ont pas touché. Julien non plus. Le cake est resté là, dans son film plastique, comme un objet d'un autre temps. Je me souviens avoir pensé. Ce n'est rien. Ce n'est qu'un gâteau. Mais ce n'était pas le gâteau. C'était le message. Ce que tu fais n'a plus de valeur ici. Un autre signe, plus discret, plus douloureux. Un après-midi, j'étais chez eux pour garder les enfants. Charlotte avait sorti un classeur bleu clair pendant que je préparais un chocolat chaud. « Denise, j'ai trié un peu tes papiers. Je les ai mis là-dedans. Comme ça, tu n'auras plus à t'embêter. Tu as trié mes papiers ?» Elle avait souri, avec cette douceur venimeuse qu'elle maîtrise si bien. « Mais oui, tu me les as laissés la dernière fois, non ? Je ne les avais jamais laissés. Jamais. Elle les avait pris dans mon sac ou dans mon manteau, je n'ai jamais su quand. Elle les avait consultés, rangés, commentés. C'était déjà une intrusion, une prise de pouvoir, mais je n'avais rien dit, parce que j'étais fatiguée, parce que Pierre n'était plus là, parce que Julien ne voyait rien, parce que je pensais que faire confiance était plus simple que faire face. Le 3e signe est arrivé un jour où je me plaignais d'avoir du mal à dormir. Charlotte avait répondu devant tout le monde. « C'est normal, Denise. C'est l'âge. Et puis, tu te fais beaucoup d'histoires pour rien. » L'âge. Ce mot, toujours ce mot. Comme si vieillir annulait la légitimité d'un ressenti. Julien avait baissé la tête, encore une fois. Comme si vieillir, pour une mère, était une sorte d'embarras qu'il fallait contourner. Ce jour-là, j'ai senti une fissure. Infime, mais réelle. Puis il y a eu ce dîner de Noël. Chez eux, toujours. J'avais préparé un gratin dauphinois, la recette de Pierre. Une tradition. Charlotte avait murmuré assez fort pour que tout le monde entende. « Ah, le gratin de Denise. Toujours le même. C'est touchant. Touchant. » Dit comme cela signifiait démodé, inutile, presque ridicule. Elle l'a posé sur un côté du buffet, loin des plats modernes préparés par elle. Ce soir-là, j'avais remarqué quelque chose. Les invités me parlaient avec cette voix particulière qu'on réserve aux personnes fragilisées, comme si j'étais devenue une relique familiale. Un autre signe peut être le plus révélateur. Un matin, j'avais demandé à Julien de m'aider à installer une nouvelle application sur mon téléphone. Il avait soufflé. « Oh man, tu te compliques la vie. Charlotte t'aidera. Elle sait mieux que toi.
Elle sait mieux que toi. Cette phrase a fait vibrer quelque chose de dur dans ma poitrine. Julien ne parlait pas par méchanceté. Il parlait par habitude. L'habitude d'écouter Charlotte, l'habitude de se tenir un peu derrière elle, l'habitude de croire que je devais être guidée. Ce matin-là, en refermant mon téléphone, j'ai senti un effacement. Lent, insidieux, mais le signe qui m'a vraiment alerté le premier vrai électrochoc est arrivé un jeudi après-midi, quelques semaines avant le dîner des dossiers. J'étais passée voir les enfants. Charlotte était au téléphone, à voix haute, comme toujours lorsqu'elle veut que quelque chose soit entendu. Oui, oui, vous pouvez m'envoyer le dossier de mise sous curatelle. Oui, c'est pour ma belle-mère. Non, elle ne s'en rend pas compte, évidemment. J'ai senti mes jambes flancher. Elle parlait de moi, comme d'un objet administratif, comme d'une procédure. Je suis entrée dans la pièce. Elle m'a vue. Elle n'a même pas eu la décence de raccrocher. Oui, je suis avec elle. Elle a souri. Je vous rappelle, lorsque j'ai demandé « Charlotte, tu parlais de quoi ?» Elle a répondu d'un ton neutre. « Rien, Denise. Je m'occupe de toi, c'est tout. Je m'occupe de toi. » Une phrase qui ne signifie jamais ce qu'elle semble vouloir dire. Une phrase qui, dans sa bouche, voulait dire exactement « Je décide ». Ce soir-là, de retour chez moi, une évidence s'est imposée. Cela faisait longtemps que je n'étais plus traitée comme une adulte, comme une femme, comme une personne. On me parlait comme à un fardeau. On me manipulait comme un dossier. On me contournait comme une gêne. Et moi, dans ma solitude, j'avais laissé faire. J'avais laissé glisser. Mais ces premiers signes, ces murmures, ces regards, ces déplacements imperceptibles de place et de rôle, avaient tissé une toile dont je ne m'étais rendu compte que lorsqu'il était presque trop tard, presque, parce qu'au moment où Charlotte croyait que je n'étais plus qu'une vieille femme docile, au moment où elle pensait que tout était déjà joué, moi, j'avais déjà fait un geste essentiel. J'avais repris ma voix. Et j'avais commencé à écrire ma vérité avec quelqu'un qui savait écouter. Mon avocat. La goutte d'eau n'est presque jamais un grand événement. Ce n'est pas un cri. Ce n'est pas un coup. Ce n'est pas un scandale. C'est quelque chose de minuscule, d'ordinaire, mais qui soudain déchire le voile. Pour moi, cette goutte d'eau est arrivée un mercredi matin, un matin banal, avec le bruit de la pluie sur les tuiles et l'odeur du café encore chaud. Je n'avais rien prévu ce jour-là. Juste un passage chez la pharmacie et être un tour au marché, si mes jambes me le permettaient. Mais vers 10 heures, on a frappé à ma porte. 3 coups rapides, assurés. Ce n'était pas Julien. Il ne frappe jamais de cette manière. Ce n'était pas Emma. Elle tambourine toujours comme un petit oiseau impatient. Quand j'ai ouvert, j'ai vu Charlotte, habillée impeccable, téléphone dans une main, un classeur sous l'autre, les sourcils déjà froncés, comme si j'avais commis une faute en mettant trop de temps à lui ouvrir. Denise. Je passais dans le quartier. Je me suis dit qu'on pouvait en profiter pour avancer un peu sur les papiers. Elle ne m'avait pas prévenue. Elle ne me demandait pas si cela m'arrangeait. Elle entrait déjà dans le couloir, comme si la maison était la sienne. Je me suis reculée, machinalement. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, ai-je murmuré. Oh, ça ne changera rien. Ça ne prendra pas longtemps. Tu t'assois et je t'explique. Ce tu t'assois m'a brûlé. Un ordre, pas une invitation. Elle est allée directement dans la salle à manger et a posé son classeur sur ma table, celle que Pierre avait vernie 20 ans plus tôt. J'ai voulu protester, dire que ce n'était ni le moment ni le lieu, mais elle parlait déjà. Alors, Denise, j'ai avancé sur la question de la tutelle, mais le notaire préfère qu'on passe d'abord par une procuration totale. C'est plus simple administrativement. Simple. Toujours ce mot. Le mot des gens qui préparent des pièges. Elle a sorti un document, puis un autre, puis un troisième. Son classeur semblait sans fond, comme si elle transportait avec elle toute une architecture destinée à me déposséder. Là, il suffit que tu signes. Charlotte, je ne comprends pas pourquoi il faut tout ça. Parce que tu te fatigues inutilement. Parce que Julien a déjà beaucoup à gérer. Parce que nous voulons éviter des erreurs. Elle a posé sa main sur la mienne. Et parce que c'est le moment. Cette phrase, c'est le moment, a sonné comme une sentence. Comme si elle avait décidé que ma liberté avait une date d'expiration. Je sentais mon cœur battre fort, mais lentement.
une colère froide, une lucidité tranchante, presque douloureuse. Laisse-moi relire, ai-je dit. Denise, arrête. Ces termes sont standards. Personne ne lit ça à ton âge. Elle l'a dit sans même tourner la tête, sans même réaliser ce qu'elle venait de prononcer. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Un morceau de roche glissait doucement vers l'abîme. Ce n'était plus seulement du mépris, c'était de l'effacement, délibéré. J'ai repoussé le document. Elle l'a rapproché. J'ai dit non. Elle a souri. Tu ne comprends pas ce qui est bon pour toi. Je vais appeler Julien. Elle a attrapé son téléphone. Je l'ai vu composer son numéro sans ciller. Elle parlait de moi comme d'une enfant difficile. Oui, Julien, je suis avec ta mère. Elle refuse encore de signer. Oui, je sais. Oui, mais elle ne voit pas que c'est pour elle. Oui, je te la passe, sinon on n'avancera jamais. Elle m'a tendu le téléphone. Tiens, Julien va t'expliquer. À cet instant, j'ai compris. Tout. D'un coup, comme une pièce que l'on éclaire soudain. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas confuse. Je n'étais pas incapable. J'étais gênante. Un obstacle. Une voix qui persistait à exister dans un monde où Charlotte voulait diriger. J'ai regardé le téléphone. Je ne l'ai pas pris. Je me suis levée. Charlotte a levé les yeux, surprise. Denise, où tu vas? Je n'ai pas répondu. Je suis allée dans mon secrétaire. J'ai pris une enveloppe beige. Celle que j'avais rangée très précieusement 3 jours plus tôt après mon rendez-vous. Je l'ai déposée sur la table, devant elle. C'est quoi ça? Je me suis assise. Très lentement, je l'ai regardée droit dans les yeux. L'expertise que j'ai demandée, les conseils de mon avocat et le compte-rendu de notre première rencontre. Elle a blêmi. Je n'avais jamais vu Charlotte perdre une couleur. Jamais. Ton avocat? J'ai senti un calme profond, presque ancien, se poser sur mes épaules. Oui, Charlotte, je fais peu être vieille, peu être lente, peu être fatigable. Je me suis penchée vers elle. Mais je ne suis pas idiote. Elle s'est levée brusquement. La chaise a raclé le sol. Tu continues dans tes idées fixes? C'est ridicule. Non, ai-je murmuré. Ce qui est ridicule, c'est de croire que j'allais signer sans lire. J'ai tapoté l'enveloppe du bout des doigts. Ce matin, Charlotte, ce n'est pas moi qui ai perdu quelque chose. Elle a reculé d'un pas. Qu'est-ce que tu insinues? Je me suis redressée. J'insinue que désormais, chaque geste que tu feras sera lu, consigné, évalué. J'insinue que tu ne contrôleras plus rien de ma vie, Charlotte. Et j'insinue que tu viens de commettre l'erreur de trop. Elle a quitté ma maison en claquant la porte, furieuse, déstabilisée, incapable de comprendre comment la vieille femme docile qu'elle croyait maîtriser venait de rompre le script. Quand le silence est revenu, je me suis assise. J'ai respiré longtemps, très longtemps. Je sentais mes mains trembler encore, mais cette fois, pas de peur. De détermination. Parce que la goutte d'eau, celle qui fait tout basculer, venait enfin de tomber. Lorsque la porte a claqué derrière Charlotte ce matin-là, la maison a retrouvé son silence. Pas le silence ordinaire des jours tranquilles, non. Un silence plus dense, presque physique, comme si les murs eux-mêmes attendaient ma réaction. Je suis restée assise un long moment, les mains posées sur la table, mon souffle allant et venant, comme si je réapprenais à respirer après un étouffement trop long. Ce n'était pas de la colère, pas encore. Ce n'était pas non plus de la surprise. Non. C'était comme si une brume se dissipait enfin, laissant apparaître un paysage que je connaissais pourtant depuis longtemps, mais que je refusais de regarder en face. J'avais été naïve. Fatiguée, oui. Fragilisée, peut-être, mais jamais irrécupérable. Et pourtant, c'est exactement ce que Charlotte voulait faire croire au monde et à moi-même. Je me suis levée lentement. J'ai ouvert la fenêtre. L'air froid du matin est entré, me piquant légèrement le visage. Je l'ai accueilli comme un rappel. J'étais encore vivante. J'existais encore. Je n'étais pas seulement un dossier dans un classeur bleu, je me suis servi un café. Je l'ai bu debout, dans la cuisine, les yeux perdus dans la rue presque vide. Et là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis posé une question simple. À quel moment ai-je commencé à disparaître? La réponse n'est pas arrivée tout de suite. Elle est venue par fragments, par éclaircies. J'ai repensé au mois qui avait suivi la mort de Pierre, à cette fatigue presque honteuse que je portais sur mes épaules. Cette impression d'être devenue poreuse, fragile, comme un vase fêlé,
C'est dans cet état-là que Charlotte était entrée. Pas pour me tendre la main. Non, pour saisir les ficelles qui dépassaient. Elle avait utilisé ma tristesse comme on utilise une clé trouvée dans une poche pour ouvrir des portes qui ne lui appartenaient pas. Et moi, perdu dans mon deuil, je n'avais rien vu. Ou plutôt, je n'avais rien voulu voir. Je suis allée dans la chambre de Pierre. Oui, je l'appelle encore comme ça. C'est là que je garde son manteau préféré, son odeur qui s'efface un peu chaque hiver, et ses paroles qui, elles, ne disparaissent jamais. Je me suis assise sur le bord du lit. Je lui ai parlé à voix basse, comme je le fais parfois quand j'ai besoin de courage. Tu aurais su, toi. J'ai levé les yeux vers le plafond. Tu aurais vu ce qu'elle préparait. Ma voix tremblait un peu. Et moi, je me suis laissé faire. Je t'entends encore. Personne ne te fera baisser la tête, Denise. Je me suis essuyé les joues. Eh bien, elle a essayé. Peut-être qu'elle y est même parvenue un temps, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Une paix étrange m'a enveloppée, comme si le simple fait de lui parler avait rassemblé mes morceaux. Je suis retournée dans la salle à manger. L'enveloppe beige était toujours là, posée sur la table. Celle qui portait le nom de mon avocat. Je l'ai ouverte. J'ai relu chaque page, lentement. Les mots étaient simples, clairs, nets. Atteinte à la liberté. Abus de faiblesse. Tentative de gestion non consentie. Risque de mise sous protection non justifié. Ce n'était pas seulement une intuition. Ce n'était pas seulement un malaise. C'était un fait. Charlotte cherchait à me déposséder. Juridiquement, silencieusement, méthodiquement. Et d'un coup, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais osé formuler. Je n'avais pas seulement peur de perdre mon autonomie. J'avais peur de devenir une spectatrice de ma propre vie. La pire peur à cet âge. Bien pire que les rides, la solitude ou les nuits où le sommeil refuse de venir. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais plus fait depuis longtemps. J'ai pris mon carnet. Un petit carnet bleu nuit, celui dans lequel Pierre écrivait parfois des fragments de pensée. J'ai posé mon stylo et j'ai commencé une liste. Un mot très simple en haut de la page. Ce que je veux, j'ai écrit. Je veux récupérer mes papiers. Je veux comprendre mes comptes. Je veux garder ma maison. Je veux qu'on cesse de décider à ma place. Je veux ne plus avoir peur. Puis en dessous, j'ai ajouté. Je veux que Julien me voie, vraiment. Je veux protéger ma relation avec Emma. Je veux que plus jamais personne ne parle de moi comme d'un fardeau administratif. Chaque phrase me redonnait une parcelle de moi-même. Puis j'ai commencé une autre liste. Ce que je refuse. Et là, les mots ont jailli. Je refuse la tutelle imposée. Je refuse de signer sans lire. Je refuse les humiliations déguisées en conseils. Je refuse d'être réduite à mon âge. Je refuse de disparaître en douceur. Quand j'ai terminé, quelque chose s'était redressé en moi. Quelque chose de simple, d'ancien, d'inflexible. Ma dignité. L'après-midi, j'ai marché jusqu'à la poste. Sous la pluie fine, j'ai glissé dans l'enveloppe une copie de tout ce que mon avocat m'avait donné. Destination, mon coffre en ville. C'était ma façon de dire au monde. Je suis encore vivante, et je sais ce que je fais. En revenant, mes pas étaient plus assurés, ma respiration plus ample, ma voix intérieure plus nette. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus honte. Je n'avais plus cette sensation d'être fragile, malléable, soluble dans les décisions des autres. J'étais en train de revenir à moi. Et je savais, avec une clarté presque douloureuse, que tout ce qui suivrait tout se jouerait selon ma vérité, pas selon la leur. Les jours qui ont suivi ma prise de conscience n'ont pas été spectaculaires. Pas de grandes scènes, pas de révélations dramatiques. Juste une succession de petits gestes, tous calculés, tous nécessaires, qui, mis bout à bout, ont tissé ma reprise de pouvoir. Je ne voulais pas agir dans la colère, ni dans la précipitation. Non, je voulais agir correctement, avec méthode, avec lucidité, avec cette intelligence silencieuse que l'on acquiert à force d'avoir vécu, souffert, observé. La première chose que j'ai faite, c'est de reprendre entièrement ma maison. Pas pour faire le ménage. Pour reprendre mes territoires, j'ai vidé les tiroirs. J'ai classé les papiers dans des pochettes étiquetées. Banque, maison, santé, notaire, à banque. J'ai récupéré les documents que Charlotte avait rangés sans me demander. Je les ai replacés dans un ordre qui était le mien, pas le sien. Je notais tout, j'écrivais tout, j'apprenais tout. Au bout de 3 jours, je savais exactement ce que je possédais,
ce que je dépensais, ce qui m'appartenait, ce qui n'était pas clair. Je redevenais propriétaire de ma vie. Le lundi suivant, j'avais rendez-vous avec Maître Lenoir, mon avocat. Je suis arrivée en avance. Toujours. Ne jamais arriver en retard quand on veut être prise au sérieux. Il m'a accueillie avec cette voix posée qui donne envie de s'asseoir. « Bonjour, Madame Martin. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ?» Je lui ai tendu mon carnet. J'ai noté tout ce que je veux et tout ce que je refuse. Il a parcouru mes notes. J'ai vu son regard se lever. Surpris. Pas surpris par ma liste. Surpris par ma précision. « Vous avez fait la moitié du travail, dit-il. C'est vous qui ferez l'autre. » Il a souri. « Parlez-moi des documents qu'elle vous a présentés. » 3 dossiers. Une procuration totale, une simplification bancaire et un brouillon de mise sous tutelle. Vous avez signé ? Non. Parfait. Vous avez très bien fait. Puis il m'a expliqué calmement, très calmement, les démarches, les droits, les recours possibles, la protection juridique, l'abus de faiblesse, le détournement de procuration, la procédure d'opposition. Il ne me parlait pas comme à une vieille femme. Il me parlait comme à une cliente, comme à une personne qui compte. Quand je suis sortie du cabinet, je marchais différemment, les épaules plus hautes, le souffle plus profond. J'avais un allié. Et surtout, j'avais un plan. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec ma banquière, Nadia Leclerc, une femme précise, directe, sans rien de mielleux, exactement ce qu'il me fallait. Elle m'a reçu avec un café. « Vous voulez revoir l'ensemble de vos comptes ? » « Oui. Et modifier certaines choses. » « De quel ordre ? » « Retirer tout pouvoir à quiconque. » « Vérifier les mouvements des 6 derniers mois. » Et sécuriser mon livret A. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle n'a pas haussé les sourcils. Elle a imprimé les relevés, un à un, et me les a présentés. Quand j'ai vu certaines opérations, des virements que je n'avais jamais faits, des retraits que je ne connaissais pas, un frisson m'a parcouru le bras. « C'est vous ? » demanda-t-elle. « Non. » « Alors c'est grave, très grave. » Elle a rédigé immédiatement un signalement interne. Puis elle m'a demandé de signer une opposition officielle sur procuration. J'avais repris ma banque, mon argent, ma liberté financière. Ensuite, j'ai téléphoné au notaire, Maître Perrin, celui qui avait géré l'achat de la maison avec Pierre il y a 25 ans. Sa voix n'avait pas changé. Toujours aussi lente, prudente, sèche comme une feuille de dossier. « Madame Martin, que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin de vérifier mes actes. » « Lesquels ? » ?»« Tous. » Il a ri. « Vous n'avez pas perdu votre détermination. Je vous attends jeudi. » Je me suis rendue à l'étude. Je me souviens encore de l'odeur. Papier ancien, cire, encre bleue. Une odeur de sérieux. Il a sorti les gros registres, a ouvert les pages et m'a montré, une par une, chaque ligne qui concernait ma maison, les droits de propriété, l'assurance vie de Pierre, mon usufruit. « Rien n'a été modifié, dit-il. Votre belle-fille n'a aucun droit sur tout cela. » Il a levé les yeux. « Mais elle pourrait en avoir si vous signez ce qu'elle prépare. C'est pour ça que je suis là. » Il a hoché la tête. « Vous avez bien fait. Vous êtes une femme intelligente, Madame Martin. Ça faisait des années que personne ne m'avait dit ça. La dernière étape a été la plus difficile. Organiser ma défense. Avec Maître Lenoir, nous avons créé un dossier complet. Des preuves, des dates, des captures d'écran, des relevés, des extraits de conversation. Chaque humiliation, chaque tentative de prise de contrôle, chaque intrusion dans ma vie devenait une pièce. Un fait, une ligne d'argumentation. L'avocat a résumé la situation en termes simples. Vous avez été patiente trop longtemps. Maintenant, vous allez être méthodique. Et Charlotte, elle, va être déstabilisée. Ce n'était pas de la vengeance. C'était le rééquilibrage d'une injustice. Lorsque tout fut prêt, le dossier, les courriers, les oppositions, les demandes de vérification, les mises en garde, je me suis assise dans ma véranda. Le soleil tombait en diagonale sur ma table. J'ai regardé le classeur rouge qu'on m'avait imposé, ce fameux classeur de simplification. Il n'était plus un instrument de domination. Il était devenu un souvenir. Parce que désormais, j'avais mon propre classeur. Plus petit, plus discret, plus puissant. Un classeur beige, celui de la vérité. Et je savais que la première fois où Charlotte verrait ce classeur, le sien commencerait à trembler.
Le piège ne s'est pas refermé en un jour. Il s'est refermé comme tombent certaines portes lourdes, lentement, avec un grincement discret, mais irréversible. Ce qui a déclenché le premier mouvement, c'est un simple message. Un SMS de Charlotte, envoyé un samedi matin, à 7h42. Denise, on passe vers 10h pour finaliser la procuration et la mise sous tutelle douce. Prépare tes papiers. Pas peux-tu? Pas ça t'arrange? Un ordre? J'ai relu son message 3 fois, puis j'ai posé le téléphone, calmement, et j'ai souri. Pas de joie, de lucidité. Parce que ce matin-là, contrairement à ce qu'elle croyait, je n'étais plus seule. Et je n'étais plus vulnérable. J'ai pris mon classeur beige, celui que j'avais préparé avec mon avocat. Je l'ai posé sur la table, j'ai fait du café, et j'ai attendu. À 10h précises, j'ai entendu sa voiture se garer, les portières qui claquent, les talons rapides de Charlotte sur les dalles du jardin. Puis la sonnette a retenti. J'ai ouvert. Charlotte n'a même pas pris le temps de dire bonjour. Elle est entrée comme on entre dans un bureau administratif où l'on vient finaliser un dossier. Julien, derrière elle, marchait plus lentement. Il avait la tête basse, ses épaules étaient serrées. Un homme tiraillé, déjà fatigué, avant même de commencer. Charlotte a posé son grand classeur rouge sur la table. Bon, on va faire ça vite, Denise. Tu signes ici, ici, et on en finit. Elle a sorti un stylo. Mon stylo. Celui qu'elle m'avait pris la dernière fois. Elle a poussé les feuilles vers moi. Tiens, allez, fais un effort. Elle n'avait pas vu ce que j'avais posé sur la table. Mon classeur beige. J'ai inspiré profondément. Je l'ai ouvert. Et j'ai sorti un document. Charlotte, lis ça. Elle a levé les yeux, irritée. Denise, tu vas encore compliquer les choses. J'ai tout expliqué à Julien. Tu n'as qu'à. Puis elle a vu l'entête. Cabinet Lenoir, avocat au barreau de Bordeaux. Elle s'est figée. Complètement. Comme si l'air s'était arrêté autour d'elle. Tu as vu un avocat? Sa voix avait perdu un ton. Elle n'était plus tranchante, plus directive. Elle flottait. Elle tremblait presque. Julien s'est avancé, surpris. Man, tu ne m'en as pas parlé? Je me suis tournée vers lui. Non, tu n'étais pas prêt à entendre. Puis, calmement, je me suis adressée à Charlotte. Oui, j'ai vu un avocat, 2 fois. Et tu vas lire ce document. Elle a voulu protester, hausser la voix, reprendre son autorité. Cette autorité qu'elle croyait naturelle, évidente, incontestable. Mais aucun son n'est sorti. Je lui ai tendu la lettre. Une mise en garde rédigée par mon avocat, dénonçant explicitement la tentative de procuration imposée, la gestion financière non autorisée, l'atteinte à ma liberté, le risque d'abus de faiblesse. Charlotte a pris la feuille. Ses mains étaient raides. Ses yeux couraient sur les lignes. Et d'un coup, j'ai vu sa poitrine se soulever, comme si elle manquait d'air. C'est ridicule. Elle a tourné la page. Tu exagères, Denise. Puis elle a vu le paragraphe où mon avocat mentionnait que toute nouvelle tentative de signature forcée serait immédiatement signalée au procureur. Elle a blêmi. Tu n'as pas osé. Je me suis redressée. Ma voix était neutre. Stable. Presque douce. Charlotte, tu m'as poussée. Tu as franchi des limites. Tu as décidé à ma place. Tu m'as parlé comme à une enfant. Tu as essayé de prendre mes comptes, ma maison, ma liberté. J'ai posé ma main sur le classeur beige. Tu croyais que j'allais me laisser faire. Julien murmura. Mais pourquoi tu as fait tout ça, Charlotte? Elle se tourna vers lui, paniquée. Pour t'aider. Pour nous. Pour éviter des problèmes plus tard. Ta mère ne comprend plus tout. Elle, arrête. Julien venait de l'interrompre. Sa voix était cassée. C'était la première fois. J'ai lu les relevés, dit-il doucement. Je sais ce que tu as fait. Charlotte s'est retournée vers moi, les yeux écarquillés. Tu lui as montré? Non, c'est lui qui a voulu les voir. Elle balbutiait. Elle perdait pied. Chaque seconde la rapprochait du vide qu'elle avait creusé elle-même. Denise, on peut arranger les choses. Je n'ai jamais voulu. Si, Charlotte, je l'ai regardée droit dans les yeux, tu as voulu. Simplement, tu pensais que je ne verrais rien. J'ai refermé mon classeur d'un geste lent. Et tu t'es trompé. Le silence qui a suivi était lourd. Pas un silence de famille. Un silence de vérité.
Charlotte s'est effondrée sur la chaise. Julien s'est reculé. Moi, je suis restée immobile. Stable. Puis je lui ai dit la phrase qui a tout clos. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'approches plus de mes papiers, ni de mes comptes, ni de mes décisions. Et si tu recommences, ce sera un juge qui te le dira à ma place. Elle a levé la tête. Ses yeux étaient humides, mais pas de tristesse, de peur. Une peur qu'elle n'avait jamais imaginé ressentir face à moi. Elle a refermé son classeur rouge, lentement, comme on ferme un cercueil. Puis elle a murmuré, d'une voix étranglée. Je ne t'avais pas vu comme ça. C'est normal, ai-je répondu. Jusqu'ici, tu regardais à travers toi-même. Quand ils sont partis, la maison était calme, très calme. J'ai posé mon classeur beige sur la table. Je l'ai caressé doucement du bout des doigts. Ce jour-là, quelque chose s'était renversé. Pas bruyamment, pas violemment, silencieusement. Ce n'était plus moi qui étais en danger, c'était elle. Et elle venait de s'en rendre compte. Le piège n'avait rien d'une vengeance. Il n'avait rien d'une machination. C'était simplement la vérité qui reprenait sa place. Et Charlotte, pour la première fois, se retrouvait du mauvais côté. L'éclatement n'a pas commencé par un cri, ni par une dispute violente, ni par une rupture nette. Il a commencé par un silence inhabituel, presque gêné, qui s'est glissé dans les conversations, dans les appels, dans les messages, comme une fissure qui s'élargit à chaque respiration. Le soir même de la confrontation, après que Charlotte eut quitté ma maison avec son classeur rouge serré contre elle comme un bouclier, Julien est resté quelques minutes sur le pas de ma porte. Il n'osait pas entrer, mais il n'arrivait pas non plus à partir. Man, qu'est-ce qu'on va devenir? Il avait les yeux d'un enfant perdu. Je n'ai rien répondu, parce que, pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas à moi de le rassurer. La vérité venait de fissurer son foyer, et il ne savait plus de quel côté se tenir. Les jours qui suivirent furent étranges. Le téléphone sonnait moins souvent, parfois pas du tout. Julien m'envoyait des messages courts. On parle ce soir. Je t'embrasse, Menon. Je suis désolée pour tout. Charlotte, elle, ne contactait plus. Aucun appel, aucun mot, aucun prétexte. C'était un silence stratégique, un silence de recul, un silence de peur. Je la connaissais trop bien. Ce n'était pas du remords. C'était la panique froide de quelqu'un qui sent le sol glisser sous ses pas. Puis l'éclatement s'est déplacé vers les enfants. Emma, ma petite fille, a commencé à poser des questions. Trop de questions pour son âge. Un mercredi, elle a frappé à ma porte, seule. Ses joues étaient rouges, ses yeux pleins d'incompréhension. « Mamie, pourquoi maman crie tout le temps ?» J'ai senti mon cœur se serrer. « Et pourquoi elle dit que tu veux nous séparer ?» Le mot m'a transpercé. Séparer, c'était exactement l'inverse que je voulais. Protéger, réparer, clarifier. Je me suis accroupie devant elle. « Ma chérie, je ne veux séparer personne. Alors pourquoi ils se disputent? Parce que parfois, les adultes ont peur de la vérité. » Elle m'a regardé longtemps. Un long regard d'enfant qui comprend plus qu'on ne lui dit. Puis elle m'a serré avec une force qui ne ressemblait pas à son âge. Ce jour-là, j'ai compris que l'éclatement familial avait un prix bien plus lourd que les procédures. Quelques jours plus tard, c'est ma belle-sœur, la sœur de Pierre, qui m'a appelée. « Denise, qu'est-ce qui se passe? Charlotte me dit que tu deviens difficile. » Difficile. Encore un mot qu'on utilise pour étouffer les femmes âgées. Comme si réclamer le respect signifiait devenir un problème. Je lui ai répondu calmement. « Tu sais, Colette, quand on me retire mes droits, je choisis de les reprendre. » Elle est restée silencieuse. Puis elle a murmuré. Je n'avais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Les nouvelles circulaient, comme toujours. Et chacun commençait à choisir son camp, parfois sans même le dire. Le moment le plus dur est arrivé une semaine après la confrontation. Julien est venu chez moi, seul. Comme toujours, lorsqu'il a quelque chose de lourd à porter. Il s'est assis à la table. Il avait l'air vidé. « Man, elle a dit qu'elle ne voulait plus que tu viennes à la maison pour l'instant. » Je n'ai pas réagi. Pas extérieurement. Mais une partie de moi, très ancienne, s'est resserrée. « C'est elle qui a dit ça ?» ai-je demandé. « Oui. Elle dit qu'elle ne peut plus te faire confiance. Elle dit ça alors que c'est elle qui... » Je me suis arrêtée. Inutile d'ajouter. « Il savait maintenant. Je lui ai dit que c'était injuste, reprit-il.
que tu n'avais rien fait de mal. Il m'a pris la main. Man, je te jure, je ne sais plus quoi faire. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose de très simple. L'éclatement familial, ce n'était pas moi qui l'avais déclenché. C'était Charlotte qui l'avait provoqué par excès de contrôle et la vérité qui l'avait achevé. Le dimanche suivant, ce fut au tour de Charlotte de perdre pied. Elle a téléphoné à plusieurs membres de la famille. Sa mère, sa cousine, même son oncle de Limoges. Elle répétait la même phrase, presque mot pour mot. Denise est influencée. On lui fait croire qu'elle est victime. Elle se retourne contre nous. C'est dramatique. Dramatique. Le mot qui essaye de transformer une faute en comédie. Mais tous ne l'ont pas suivi. Certains ont commencé à poser des questions. Beaucoup trouvaient étrange que je sois soudain accusée d'être confuse, alors que j'avais toute ma vie été la plus organisée de la famille. D'autres avaient remarqué ses comportements, son besoin de tout gérer, son impatience, son ton tranchant. Et plus Charlotte parlait, plus elle s'enfonçait, parce que la panique ne ment jamais longtemps. Puis, il y a eu ce moment, celui où l'éclatement est devenu irréversible. Un soir, Julien m'a appelé très tard. Sa voix tremblait. Man. Elle a jeté ton classeur beige par terre. Elle disait que c'était un engin de manipulation. Il avait honte, mais aussi quelque chose d'autre. Une colère profonde, nouvelle. Et ensuite, ai-je demandé. Ensuite, elle a dit que si l'affaire allait au tribunal, elle partirait. Elle a dit ça? Oui. Il a respiré profondément. Et je lui ai répondu que si elle avait peur d'un juge, c'est peu, être parce qu'elle avait des raisons. Silence. Langue. Man. Je crois que le mariage... Il n'a pas terminé sa phrase. Mais je l'ai entendu en entier. Charlotte avait fissuré son foyer. Mais pas à cause de moi. Pas à cause de mon avocat. Parce qu'elle avait essayé de contrôler la mauvaise personne. Parce qu'elle avait oublié que derrière la femme vieillissante qu'elle croyait dominer, il y avait encore quelqu'un. Quelqu'un de complet. Quelqu'un de vivant. Quelqu'un de lucide. Moi. Ces jours-là ont été douloureux. Mais ils ont aussi eu une étrange vertu. Ils ont révélé ce que les années avaient recouvert. Ils ont montré qui tenait pour le confort, qui tenait pour la vérité, qui voulait protéger, qui voulait posséder. Et lorsque tout se brise, lorsque les mensonges tombent, lorsque la façade se fissure, la lumière entre, même si elle aveugle d'abord. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait à ma famille. Je savais seulement qu'une chose avait changé à jamais. Je n'étais plus la femme que l'on pouvait effacer en silence. Et Charlotte venait de le comprendre. La chute de Charlotte n'a pas été un spectacle. Ce n'était pas quelque chose que j'ai regardé avec triomphe. Ce n'était pas une revanche. C'était un réalignement. Une vérité qui se remettait simplement à sa place et moi avec elle. Après l'éclatement familial, les jours ont pris une texture différente. Comme si l'air s'était éclairci autour de moi. Je respirais autrement, plus profondément, avec une amplitude que je ne m'étais plus permise depuis des années. J'avais vécu trop longtemps dans la peur silencieuse de déplaire, de déranger, d'être vue comme fragile. Désormais, je n'avais plus besoin de me rétrécir pour tenir dans les cadres que Charlotte dessinait autour de moi. Je pouvais reprendre de la place. Pas beaucoup. Juste assez pour redevenir moi. Je me souviens très bien du premier matin, où j'ai senti cette liberté nouvelle. Je me suis réveillée sans cette angoisse sourde qui me nouait la gorge depuis des mois. Le soleil entrait par la fenêtre de la chambre. J'ai posé les pieds par terre. Et pour la première fois depuis la mort de Pierre, mes mouvements n'étaient pas accompagnés d'un regard invisible qui me jugeait ou me surveillait. Je suis descendue dans la cuisine. J'ai mis de l'eau à chauffer. J'ai préparé du café. J'ai ouvert la fenêtre sur le jardin, encore humide de rosée. Les oiseaux gazouillaient comme s'ils étaient revenus d'un long exil. Je suis restée là, debout, tasse à la main, à écouter, à respirer, à me sentir vivante, et j'ai murmuré, toute seule, je suis encore là. Pas seulement là physiquement, là en tant que personne, en tant que femme, en tant que Denise. Ma nouvelle vie a commencé de façon très simple, par des gestes minuscules. Réapprendre à être chez soi, réapprendre à avoir confiance en mon jugement, réapprendre à ne pas trembler quand je signe un papier. J'ai appelé ma banquière, Nadia Leclerc. Je lui ai demandé un rendez-vous pour mettre définitivement à jour mes comptes. Elle m'a reçue avec un sourire franc. Vous avez l'air différente aujourd'hui, Denise. Je suis redevenue moi-même, je crois.
Eh bien, votre dossier respire déjà mieux. Nous avons vérifié les dernières opérations. Tout était clair, propre, net. Je n'avais plus rien à craindre. En sortant de la banque, j'ai eu envie de marcher. Je suis descendue vers le port. Le vent marin s'est engouffré dans mon manteau. J'ai senti mes joues rosir, comme lorsque j'avais 20 ans et que je rentrais de la boulangerie. J'avais oublié que le monde pouvait être aussi vaste. Puis j'ai repris des activités que j'avais abandonnées par fatigue ou par peur d'être jugée. J'ai rejoint mon ancien groupe de lecture du jeudi. Quand je suis entrée dans la petite librairie, les femmes se sont levées en souriant. « Denise, tu nous as manqué. On croyait que tu ne reviendrais plus. » Je me suis assise. On m'a servi du thé. On m'a demandé comment j'allais. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai répondu sans mentir. Je vais mieux, beaucoup mieux. On a parlé de livres, de poésie, de petites histoires de vie. Et je me suis sentie incluse. Pas tolérée, incluse. La différence est immense. Un autre changement a été plus intime. Ma relation avec Julien. Après l'éclatement, il a commencé à me téléphoner presque chaque soir. Pas pour me demander des comptes, pas pour gérer quoi que ce soit, pour parler. Juste parler. Un soir, il m'a dit « Man, j'ai réalisé que je suis restée en arrière trop longtemps. On fait tous ça quand on n'est pas prêt à regarder la vérité, mon fils. Je veux faire mieux maintenant. » Il avait cette sincérité qui manque souvent aux hommes pris entre deux loyautés. Je l'ai senti revenir, doucement, sans forcer, sans m'envahir. Une relation peut renaître, même après de longues saisons d'ombre. Il passait parfois me voir en fin de journée, juste pour m'aider à relever un volet ou réparer une étagère. Mais il ne me prenait plus ma place. Il ne décidait plus à ma place. Il n'avait plus cette hésitation entre sa femme et sa mère. Il était redevenu Julien, mon fils, pas le relais de Charlotte. Quant à Emma, elle venait plus souvent, presque spontanément. Elle frappait 2 fois, entrait sans attendre et déposait son cartable dans l'entrée. « Mamie, aujourd'hui on lit quoi ?» Elle riait, respirait, vivait d'une façon qui me rappelait que la transmission la plus précieuse n'est pas matérielle. Elle est dans l'exemple. Et je voulais qu'elle voie une femme debout, pas une femme écrasée. Je voulais qu'elle comprenne, en grandissant, qu'on peut dire non même à quelqu'un qui croit tout contrôler, qu'on peut se tenir, même quand on a les cheveux gris, qu'on peut se défendre, même quand on vous pense fragile, que la vieillesse n'est pas un effacement, c'est une liberté. Ma maison aussi changeait. Elle semblait respirer autrement, moins contrainte, moins surveillée par l'ombre de Charlotte, plus lumineuse. J'ai déplacé les meubles comme j'en avais envie. J'ai ressorti mes nappes, celles que Charlotte trouvait trop passées. Je les ai lavées, repassées, étendues avec soin. Elles sentaient la lavande. Elles sentaient ma vie. J'ai accroché au mur une photo de Pierre prise il y a 40 ans. Nous étions jeunes, heureux, un peu naïfs. Mais droites, nos silhouettes disaient déjà quelque chose. Nous ne plierions jamais devant l'injustice, même quand elle viendrait de notre propre famille. Chaque soir, je m'asseyais dans ma véranda avec une tasse de tisane. La lumière du crépuscule traversait les vitres, se posant sur ma table comme une caresse. Je pensais à tout ce que j'avais traversé, à tout ce que j'avais permis, à tout ce que j'avais repris. Et un mot revenait, encore et encore. Paix. Pas la paix des gens résignés, la paix des gens qui ont fait ce qu'il fallait, la paix de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Ma nouvelle vie n'était pas spectaculaire. Elle n'était pas bruyante. Elle n'était pas triomphante. Elle était simple, droite, solide. Elle était mienne. Le temps a une façon étrange d'arranger les choses lorsqu'on lui laisse la place. On croit parfois qu'il efface. Non, il révèle. Il dépose une lumière nouvelle sur ce qui était encore trop sombre, trop bruyant, trop douloureux pour être vu clairement. Les semaines ont passé, puis les mois, et, un matin de printemps, je me suis aperçue que j'étais enfin revenue à moi-même. Je n'avais plus cette tension au creux du ventre lorsque le téléphone sonnait. Je n'écoutais plus la rue, en craignant de voir apparaître la silhouette de Charlotte dans mon allée. Je ne triais plus mes papiers, avec la peur de découvrir une intrusion de plus. Je n'attendais plus l'approbation de personnes qui ne savaient pas me voir. J'étais redevenue l'unique gardienne de ma vie. Un jour, j'ai ouvert mon placard et j'ai retrouvé la veste bleue en laine que Pierre m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage. Je ne l'avais pas mise depuis longtemps. Charlotte la trouvait trop classique. Comme si ce jugement suffisait à lui retirer sa beauté,
sa mémoire, sa chaleur. Je l'ai passée. Elle m'allait encore. Elle me rappelait une femme que j'avais été longtemps. Stable, fière, droite, un peu pudique, jamais soumise. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, voilà, c'est toi. Pas la femme fatiguée qu'on croyait pouvoir diriger. Pas la femme qu'on voulait simplifier. Pas la femme qu'on pensait mettre sous tutelle. Moi, une femme qui avait survécu à un deuil, à une solitude, à une tentative d'effacement. Une femme qui avait retrouvé son nom, sa voix, ses contours. La relation avec Julien, elle aussi, avait changé. Pas comme un miracle, pas comme un retournement théâtral. Non, comme un lent réapprentissage. Il venait me voir plus souvent. Il réparait des choses dans la maison, toujours avec une douceur nouvelle. Il me parlait avec prudence, comme s'il cherchait à ne plus jamais franchir cette ligne invisible qu'il avait laissé d'autres tracer à sa place. Un soir, il s'est assis dans ma véranda et m'a dit, d'une voix presque enfantine, « J'aurais dû te défendre plus tôt. » Je lui ai pris la main. « Julien, tu ne peux pas changer hier, mais tu peux changer demain. » Il a hoché la tête. Ses yeux étaient humides. Je n'ai rien ajouté. La vérité se glisse mieux dans les silences que dans les discours. Depuis, il ne me gère plus. Il m'écoute. Il me consulte. Il me respecte. C'est un cadeau tardif, mais précieux. Quant à Charlotte, elle a fini par comprendre qu'elle avait perdu le terrain qu'elle croyait contrôler. Je l'ai revue un après-midi, par hasard, devant la mairie. Elle portait un grand sac et marchait vite, trop vite, comme si elle fuyait quelqu'un ou elle-même. Quand elle a croisé mon regard, elle s'est arrêtée. Elle a hésité. Puis elle est venue vers moi. « Denise, Sa voix tremblait. Elle n'était plus l'arrogante gestionnaire de jadis. Plutôt une femme qui venait de réaliser que le monde ne tournerait jamais autour de ses décisions. « Je n'ai pas su faire ce qu'il fallait », a-t-elle fini par dire. « Non », ai-je répondu calmement. Elle a baissé les yeux. « Je voulais juste éviter les problèmes. Alors tu en as créé. J'aimerais que tu me pardonnes un jour. » J'ai réfléchi un long moment. Le pardon n'est pas une porte qu'on ouvre par pitié. C'est un chemin que l'on marche pas à pas. Et il faut que celui qui l'a brisé accepte de le reconstruire. « Charlotte, dis-je doucement, je ne te ferme pas ma vie, mais je n'enlèverai plus jamais la serrure. » Elle a hoché la tête. Elle s'est éloignée, un peu plus lente qu'à son arrivée. Je ne ressentais ni victoire, ni vengeance. Seulement une paix grave, profonde. Celle de quelqu'un qui ne se laisse plus déposséder. La maison a retrouvé son rythme. J'ai repris mes lectures, mes promenades près de l'eau, mes tasses de thé devant les fenêtres ouvertes. J'ai recommencé à écrire dans mon carnet bleu, non plus pour documenter les preuves, mais pour garder les traces de mes jours lumineux. J'ai ajouté une phrase un soir, presque sans y penser. On ne renaît pas parce qu'on gagne. On renaît parce qu'on cesse de se perdre. C'était cela, ma nouvelle vie, pas un triomphe. Un retour. Un dimanche, Emma est venue passer l'après-midi avec moi. Nous avons fait un gâteau, lu un conte, puis regardé le soleil se coucher derrière les toits. Elle s'est blottie contre moi. « Mamie, tu es forte. » J'ai souri. Je suis juste restée droite. C'est ça, être forte. J'ai senti mes yeux se remplir doucement. Pas de tristesse, de gratitude pour elle, pour Julien, pour Pierre, pour moi-même, parce que j'avais traversé quelque chose de terrible et j'étais restée debout. Ce soir-là, j'ai refermé les volets. J'ai éteint la lumière et j'ai dit à voix basse, comme une promesse, comme un serment, comme une conclusion à toute cette histoire. Le silence peut aussi être une forme de justice.